Alors, bonjour à tous. On est très heureux d'accueillir notre invité que je laisserai présenter par mon collègue et ami Fabien Londron, Monsieur Avanti. Et donc, cette intervention s'inscrit dans un cycle du Centre culturel en collaboration avec l'UMR LISA, le laboratoire de recherche dans lequel nous travaillons en tant que chercheurs. Et c'est un événement qui s'inscrit dans le RIM Pop, donc représenter les identités en Méditerranée au travers différents langages, notamment les arts et le fait linguistique. Et le pop pour l'aspect culture populaire, culture pop. Ça aussi, Fabien en parlera. Donc nous invitons à la fois des chercheurs, mais aussi des artistes. C'est pour ça que le lieu, l'espace du Nathalie Oudjane, qui est un espace culturel, est tout à fait consacré pour ce type d'événement. Et nous sommes très heureux de vous accueillir aussi nombreux, vous tous, mais particulièrement bien sûr les étudiants, puisque ça vient aussi renforcer vos parcours universitaires. Nous sommes très heureux aussi de la présence du doyen de la faculté des lettres aujourd'hui, qui aussi collabore avec nous à travailler à ce type de cycle de conférences. Voilà, je laisse parler Fabien et bienvenue encore une fois. Merci. Oui, deux mots, tout a été dit. Donc effectivement, on est très heureux de recevoir Mathieu Avand, que certains connaissent peut-être. Alors, pas les étudiants qui l'ont déjà rencontré hier, mais moi j'ai connu le travail de Mathieu à travers tu en parleras peut-être, à travers un projet qui est notamment se répand sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Français de nos régions, et qui permet aussi de comprendre comment et pourquoi on utilise certains termes à la place de d'autres, etc. Et moi, c'est aussi ce côté socio-linguistique qui m'intéressait dans l'invitation que tu as honorée. On est très heureux que tu aies répondu présent. On est très heureux effectivement de voir autant de monde et autant de jeunes, puisqu'on va aussi parler de votre culture, fradé, fraté, on verra un peu comment vous l'utilisez aussi. Et donc Mathieu, dialectologue, qui vient de l'université de Neuchâtel en Suisse, donc un long voyage, compliqué pour arriver ici évidemment, comme toujours. Et donc on te laisse la parole pour nous parler de dialectologie, entre autres. Ouais, merci Fabien, merci à tout le monde pour l'invitation, pour être venu. Je suis ravi d'être là. C'est mon premier séjour en Corse. Alors c'est vrai que c'était un peu difficile de rejoindre l'île, mais une fois sur l'île, il y a le soleil et tout ça. On est parti des 2 degrés qu'il faisait à Genève. Alors quand Fabien il m'a invité, il m'a demandé de faire une conférence qui soit un peu grand public sur l'identité du Sud. Et pour moi, qui ai grandi en Savoie, qui suis en Suisse, le Sud c'est déjà Grenoble. J'en profite pour saluer ma directrice de mémoire qui est là, ça fait 21 ans qu'on ne s'était pas vu, donc ça fait très plaisir de retrouver cette connexion ici en Corse. Alors, je voulais commencer cette conférence sur une question qu'une journaliste m'a posée juste avant ma venue à Corté. Elle me dit, mais est-ce que les accents régionaux sont en train de disparaître ? En fait, cette question, elle revient souvent dans les réseaux, dans les médias, sur Internet, etc. C'est ce qu'on appelle un marronnier dans le journalisme. Un marronnier, alors c'est un marronnier, oui, d'accord, c'est là où on va cueillir des marrons, mais c'est aussi un sujet qui revient régulièrement et on sait que les gens vont cliquer. Alors, le marronnier d'octobre 2025, c'est une enquête, je vais vous la présenter tout de suite, qui a donné un certain nombre d'articles, nos accents régionaux en voie de disparition, cette étude qui interroge 3 petits points. Selon une étude Figaro, 55% des Français ressentent une disparition de leur accent régional. L'accent picard disparaît un petit peu. Une étude assure qu'on entend de moins en moins les accents régionaux. L'accent régionaux, il y a un phénomène d'uniformisation qui se développe. Telegram, c'est une revendication d'un marqueur identitaire, etc., etc. Arvipa, en Savoie. Occitanie, Tarn, les accents chantants disparaissent-ils ? En Occitanie, le doute s'installe. Alors, je vous fais voir tout de suite une vidéo qui a été faite par TF1, le journal de 13h, donc le marronnier typique. Et voilà l'info qui est proposée. Mais où est-il passé, notre accent régional ? Il faut quitter les grandes villes et venir plutôt ici à la campagne pour l'entendre encore. L'avez-vous l'accent du Nord ? Ah oui, je crois que je l'ai. Ah bah carrément. Tu me reconnais ? Ah, je te reconnais. Ah ouais, c'est bien. Ouf, il n'a pas complètement disparu. On a un accent, nous on entend les O, on dit pas A, on dit O. Alors peut-être, mais je ne m'en rends pas compte. Et il y a un indice qui ne trompe jamais.
lorsqu'un nordiste part en vacances. J'ai mes enfants qui sont dans le Midi. Quand je vais dans le Midi, on me dit « Ah, vous êtes du Nord, vous ». Ah bon, tout de suite. Voilà, oui. L'accent provençal, l'accent toulousain, l'alsacien, le breton ou le normand, bref, c'est toujours une fierté. Oui, c'est une fierté. C'est une région, c'est Une identité. une identité. Mais il disparaît peu à peu. En tout cas, un Français sur deux dit moins l'entendre aujourd'hui. Dans ce café typique, rencontre avec Christian, un ch'ti pur cassonade. Passe-moi le journal, ou à la place de dire donne-moi le journal. Mais l'accent, il se perd. Il y en a moins de... Ouais. Il y en a moins d'une heure qui parle le ch'ti. Mais pourquoi donc? Il semblerait que les accents se diluent un peu. On a la mondialisation et la mobilité, puisqu'il y a de plus de rencontres entre des personnes de zones différentes. Alors souvenons-nous de Jean-Jacques Rousseau qui disait « L'accent est l'âme du discours, il lui donne le sentiment et la vérité ». Mais où est-il? Ouais, alors il y a plein de trucs dans cette vidéo. Vous voyez, on confond le ch'ti avec le français régional. On a finalement très peu d'informations sur l'étude puisqu'on est allé interroger le ressenti des gens. Est-ce que vous avez l'accent, vous l'avez pas? Et c'est toujours un peu les mêmes redites qu'il va y avoir. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir d'où vient cette étude. En fait, elle vient d'un site qui s'appelle, ou d'une équipe, je sais pas trop ce que c'est, Preply. Et puis Preply vous vend des formations pour parler bien français. Et c'était un coût commercial assez bien fichu puisqu'ils sont associés à un institut de sondage qui a demandé à 1500 Français « Ressentez-vous que les accents régionaux disparaissent ?» Alors, il n'y a rien de scientifique là-dedans, puisqu'on demande aux gens « Est-ce que vous sentez qu'il y a moins d'accents ?» Évidemment qu'ils vont vous dire oui. Et donc, il y a un gros buzz comme ça qui revient régulièrement. C'est une des questions que je voulais interroger ici. Alors, est-ce que le français s'uniformise? Est-ce qu'on utilise de moins en moins de mots régionaux? Je vous avoue que quand je suis passé par Marseille, en arrivant lundi, j'avais besoin parfois de sous-titres. C'est la même chose si je regarde L'amour est dans le pré ou Le meilleur pâtissier. Il y a des fois où on a quand même du mal à comprendre. Donc cette question que les accents s'uniformisent à nuancer. Et puis surtout, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure d'Instagram, à l'heure de TikTok? Alors l'idée, c'est pas de débunker, comme c'est très à la mode, certaines études, mais finalement de faire le point sur ce qu'on sait et sur ce qu'on trouve finalement et de ce qu'on observe sans céder à la panique morale ou à la panique sociale. Alors la conférence, elle va avoir 3 parties. Dans la première partie, je vais faire un peu d'histoire. Je vais rappeler ou introduire parfois d'où vient le français et préciser un peu son rapport avec les autres langues qui sont parlées sur le territoire. Si vous m'entendez parler de patois ou dialecte, sachez que ça n'a aucune connotation négative dans mon usage et c'est tout à fait la même chose, simplement que ce n'est pas le même territoire. Je vais vous présenter en 2 mots comment est-ce qu'on va faire les petites cartes que vous allez voir, que vous avez peut-être déjà vues sur les réseaux sociaux et comment elles nous permettent en fait d'interroger la variation géographique et historique. Et puis il y aura 3 volets sur les régionalismes qui disparaissent, parce qu'effectivement il y a des faits de prononciation locaux qui disparaissent. Une autre sur les mots qui résistent, et là j'ai choisi des mots de Marseille, ou plutôt des mots du sud-est en général, et une petite étude sur le franc-corse, qui est un sondage que j'avais fait avec une étudiante il y a quelques années. Alors, un peu d'histoire. C'est très rapide, mais c'est important de pouvoir recadrer ou de remettre en contexte finalement d'où vient le français qu'on parle et puis quel est un peu son rapport. Alors vous savez qu'en 48 avant Jésus-Christ, la Gaule, c'est-à-dire l'espace qui était occupé par les Celtes, va être envahi ou récupéré, occupé, colonisé par Jules César. C'est la fameuse guerre des Gaules. Dans mon hôtel, il y a toute une fresque d'Astérix qui est en Corse, et donc c'est ce que décrivent les aventures d'Astérix. Donc la conquête du territoire gaulois par les Romains. Et au moment où les Romains récupèrent l'actuelle France, ils vont imposer leur langue, le latin. Le latin va gentiment remplacer le gaulois ou le celte pendant plusieurs siècles. Là, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et le peuple va renoncer à sa langue. Donc il va y avoir une situation de bilinguisme entre le gaulois et le latin. Et le peuple va adopter le latin, notamment en lien avec la religion chrétienne qui va arriver par ailleurs. Hein. C'est ce qui est décrit de nouveau dans Astérix ici, où se trouve ton chef, Rosa, Rosa, Rosae, Rosae, Rosam. Non, pardon, je me suis trompé. Rosa, Rosa, Rosae, Rosae, Rosam.
Rosa, non, c'est eux qui se sont trompés. Vous voyez ici une école en fait en Gaule où on apprend le latin, donc ça donne une idée sur voilà, comment le latin s'est finalement imposé. Il s'est imposé par le biais de l'éducation, et puis ce latin va se transformer au fil des différentes migrations qu'il va y avoir à partir du 5e siècle. Ce sont les migrations germaniques qui vont donner une nouvelle impulsion au latin, notamment une impulsion dans la partie septentrionale de l'actuelle France, où les évolutions vont être plus marquées que dans le sud. Vous avez ici une carte de l'espace gallo-roman. Au nord, vous allez voir des transformations qui sont beaucoup plus poussées qu'au sud, notamment nepotis. Alors je ne sais pas ce que ça donne en corse, mais en latin, en italien, nipote. Donc le P va rester P. Au sud, c'est-à-dire dans le domaine occitan, il va devenir B, comme en espagnol, alors qu'au nord, il va évoluer vers un V. Il va subir une évolution supplémentaire. Alors on peut faire cette carte pour plein d'autres phénomènes, notamment sur le phénomène de l'accentuation, femina, qui donne fenna dans le sud de la France, qui va donner femme dans le nord de la France, puisqu'il y a un changement d'accentuation. On va perdre la finale. D'ailleurs, si vous entendez quelqu'un qui parle corse ou qui parle italien et qui est français, il va dire la fena, où il va accentuer les dernières parce qu'il est incapable de ne pas accentuer la dernière. Alors, cette partie nord, cette partie septentrionale va donner naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui l'ancien français, et la partie sud va donner naissance à l'occitan. Alors, à quoi ressemblait cet ancien français? Il n'était pas si différent des langues romanes qu'on peut entendre aujourd'hui. Je vous fais ici une petite vidéo qui vous montre l'évolution du français entre le 9e et le 16e siècle. Et c'est lu, évidemment, c'est réinterprété. On ne sait pas comment était prononcé le français au 9e siècle, mais ça vous donne une idée de à quoi ressemblait l'ancien français au 9e siècle, c'est-à-dire à quoi ressemblait le latin évolué à partir du moment où il est devenu le français. Buona pilzela fytha ilalia, belavrath corps bella zauranama, voldrent la ventre l'idea mi, voldrent la faira diable servir. Ella non t'escoltat les mals consigliers, qu'ella dermeieth qui mansus en cielo. Charles li reis, nos tramperera magnes, setans tuts plens ad ested en Espanya, trescan la mer conquist la terra autagna. Ni a chastel qui devant lui remagna, murna citeth ni est remes a freindre, for Saraguzza qui est en une montagne. Mente jans dia que ansonges, nas fables non et mensonges. Bon, là, on commence à comprendre quelque chose. A priori, si vous avez fait de l'ancien français, non? Pas grave. À partir du 15e, promis, on comprend. L'impétueux songe songière, qui ne somnia mensongière. Le temps allait si son manteau, de vent, de frédure et de pluie, et se vertu de broderie, de soleil rayant, clair et beau. Dites-moi où, dans quel pays s'effleura la belle romaine, archipiade de Thaïs qui fut sa cousine germaine, et qu'au palanque en brute humaine, dessus rivière ou sus étangs qui beauté trop plus qu'humaine. Mais où sont les neiges d'antan? Quand vous serez bien vieille au soir à la chandelle, assise auprès du feu de vidante et filante. Voilà, alors je l'arrête ici, 16e siècle. 16e siècle, c'est plus ou moins au moment où tu as tout compris, Marie? Tu as tout compris? Alors, le XVIe siècle, c'est un moment hyper important. C'est à partir de ce moment qu'on va figer la langue. Alors, ça va se faire par différents événements. En 1539, la signature de l'édit de Villers-Cotterêts qui va instaurer le langage maternel français comme langue de l'administration. Ça ne veut pas dire qu'il devient langue officielle. Ça veut juste dire qu'on va commencer à rédiger en latin. À la fin de la Renaissance, au XVIIe siècle, les remarques de Claude Favre de Vaugelas, qui va mettre la langue
langue encore plus dans un carcan, hein, donc l'idée que le masculin est plus noble que le féminin, c'est à ce moment-là. L'idée que le peuple parle mal par rapport à la noblesse ou à la bourgeoisie, c'est également à ce moment-là. Et on va commencer à faire des grammaires, on va commencer à figer l'usage en disant que le bon usage, c'est celui qui a cours, justement à la cour du roi. Et 1635, fondation de l'Académie française, vous reconnaissez le pont sur lequel a dansé Aya Nakamura pendant les Jeux Olympiques et qui a fait rager, évidemment, c'était un super coup de maître, puisqu'elle est considérée comme l'anti-français correct par excellence, et on l'a fait danser devant le temple de la standardisation qui est l'Académie française. Alors, pendant ce temps-là, les gens, donc on avait le français qui était en train de s'installer, le dialecte de l'Île-de-France qui était en train de devenir la variété standard, et vous voyez que dans le reste du territoire, on parlait d'autres langues, d'autres systèmes linguistiques qui étaient continuateurs du latin, au même titre que le corse, que le catalan, que le basque, pas le basque, que l'occitan ou le savoyard ou l'orléanais, etc. Donc chacun parlait sa langue, son dialecte ou son patois, peu importe. Et puis on avait cette langue standard qui était en train d'émerger et qui devenait la langue qu'on écrivait, la langue de la cour, la langue officielle. Donc on avait une situation de bilinguisme et tout le monde s'en accommodait très bien. C'est-à-dire qu'on parlait le dialecte à la maison, puis si on devait écrire, on écrivait éventuellement dans la langue du roi. Alors les choses vont basculer en 1789, Révolution française, naissance de la République et surtout destruction des provinces. L'idée, c'était que pour détruire, ou pour unifier le pays, il fallait détruire les provinces, et la destruction des provinces s'accompagnait également de l'éradication ou de l'anéantissement de ce qu'on appelait les patois. C'est le rapport Grégoire de 1792, le rapport Grégoire qui s'appelle « Rapport sur la nécessité et les moyens d'anéantir les patois, d'universaliser l'usage de la langue française ». L'idée, en fait, c'était que les patois rappelaient trop l'ancien système, la monarchie, le découpage en provinces, et donc il fallait que les gens parlent une seule et même langue. Et cette politique linguistique, on l'a encore. Vous allez le voir tout à l'heure dans un tweet de Blanquer, et cette politique linguistique, elle a fait évidemment beaucoup de mal à la France, à ses langues régionales, à ces systèmes qui n'étaient pas les systèmes standards, et vous le vivez encore aujourd'hui, notamment, c'est très fort, hein, quand on vient pas de Corse, de voir cette bataille qu'il y a sur la place de la langue, alors que la politique linguistique du centre, celle de Paris, l'en empêche. Alors si on lit l'intertexte du rapport sur la nécessité d'anéantir les patois, vous allez lire que le français, c'est l'ordre, la clarté, la modernité, la révolution, les techniques, la liberté, alors que les patois, qui sont décrits comme des non-langues, c'est-à-dire comme des systèmes linguistiques qui n'ont pas le statut de langue, c'est le désordre, la confusion, le passé, l'ancien régime, la superstition, la féodalité. Alors, il ne va pas se passer grand-chose, si vous voulez, pendant un siècle. Il faut attendre les lois Jules Ferry aux alentours des années 80 pour que les Français aille à l'école. L'école devient obligatoire, donc notamment dans les campagnes, on ne va plus travailler forcément, mais on va aller à l'école, et à l'école, on va apprendre à parler le français, et surtout, on va être puni si on pratique une autre langue. Alors peut-être dans la salle, certains ont connu ça avec leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents. Vous aviez tout un système linguistique très punitif, un système de politique linguistique hyper punitif. Donc vous voyez, on a encore quelques affiches ou quelques rubans. Alors ici, parlez français, soyez propres, sur ma droite, ou sur la petite affiche, aux élèves des écoles, il est défendu de parler breton et de cracher par terre, de mouiller ses doigts dans sa bouche pour tourner ses pages, etc. etc. Donc on mettait le fait de parler une autre langue que le français sur des règles de politesse, ou de bienséance, ou de bienveillance, ou de ce qu'on veut, sur le même niveau. Alors vous avez un témoignage de Philippe Blanchet, je crois qu'il va venir l'année prochaine, allez écouter sa conférence, c'est hyper intéressant. Il parle de sa grand-mère, et le texte est hyper violent, mais j'ai quand même mis parce que ça montre quand même une réalité, hein, qui mérite d'être décrite. Les punitions pouvaient être d'une grande violence, donc évidemment s'ils étaient chopés à parler une autre langue, ils étaient punis. Je peux vous donner un exemple que je connais de très près, le témoignage de ma grand-mère dans son école au tout début du XXe à Marseille, où la langue principalement utilisée était encore le provençal, la langue première. Pour avoir bravé par 2 fois l'interdiction dans son école de filles, on lui avait mis la tête dans les toilettes et on lui avait fait lécher les toilettes
baguette en lui disant « Comme ça, tu sauras ce que c'est que d'avoir de la merde dans la bouche ». Donc, vous voyez l'impact que ça a pu avoir sur les générations. Donc, évidemment, la grand-mère, quand elle est rentrée et qu'elle a eu des enfants, elle n'a plus parlé le provençal à la maison, puisque elle avait été traumatisée quand elle était petite du statut qu'on avait donné à cette langue. Alors, vous avez plein d'autres histoires sur la modernité, par exemple, en Valais, en Suisse. Les gens vous disent, quand le téléphone est arrivé, on n'osait pas parler en patois dans le téléphone parce qu'on pensait que le téléphone ne transmettait pas le patois. Donc, vous voyez les idées qui vont être associées aux langues régionales. Alors, bon, on peut parler de la politique, mais il y a aussi des phénomènes économiques. Au moment de la révolution industrielle, la production ou le moyen de subsistance en France était essentiellement agraire. On passe à ce moment-là à une production de biens manufacturés. Donc, on va avoir des grands processus d'immigration, d'industrialisation, etc. Et le mode de vie paysan qui permettait aussi aux langues régionales de survivre va finalement entraîner également son déclin. Vous voyez ici deux cartes, une entre 1846 et 1911, et c'est l'urbanisation ou la déruralisation de la France. Vous voyez qu'une grande partie de la France en 1846 vivait en milieu rural, travaillait en milieu rural, donc ça veut dire qu'ils avaient des fermes, des champs, et puis en 1911, sans doute que c'était des métiers trop durs, donc les gens se sont tournés vers l'usine, etc., et donc ont déménagé dans des grandes villes, ce qui fait qu'ils ont abandonné leur langue. Alors il y a un exemple hyper criant, c'est ce village en Savoie qui est juste à côté de chez moi, Saint-Colomban-des-Villars. Vous voyez ici la population de Saint-Colomban-des-Villars en 1800. On est plus ou moins à 2000 habitants. C'est un petit village d'altitude aujourd'hui qui survit à peine parce qu'il n'y a plus de neige. Après la Première Guerre mondiale, même au début, après la Première Guerre mondiale, vers 1920, vous voyez que vous avez une chute de la population. Évidemment que les gens ne voulaient plus vivre dans ce petit village de montagne où il n'y avait pas l'eau courante, où sans doute il n'y avait pas les toilettes, il y a eu l'électricité très tard, les conditions de vie étaient très dures. Et les gens descendaient vivre en plaine, tout simplement, pour avoir une vie meilleure. Et la descente en plaine s'accompagnait d'une perte de la langue régionale, d'une perte de la transmission. Et aujourd'hui, il doit rester une 50aine d'habitants à l'année dans ce village. Il reste quelques paysans qui parlent encore la langue, mais la plupart des gens qui naissent là-bas et qui vivent là-bas ne la parlent plus. Donc ça va nous expliquer aussi, ou permettre de comprendre finalement comment disparaissent les langues régionales. Alors, quelles sont les conséquences de tout ça ? La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, il existe une seule langue française. Et puis là, je reviens toujours avec ce tweet qui a eu 8 ans il y a quelques jours. C'est Jean-Michel Blanquer. Il y a une seule langue française, une seule grammaire, une seule république. Et donc, on est très dans l'Ancien Régime. Là, c'est la Révolution française. Un tweet qui avait fait un buzz monumental à l'époque. On peut le comprendre, puisque si le tweet il est sorti de son contexte comme ça, surtout pour défendre les idées de Jean-Michel Blanquer, qui était l'uniformisation, l'interdiction de l'écriture inclusive, etc., etc. Le tweet avait de quoi faire hérisser. Alors, il existe bien une seule langue française, mais cette langue française, elle se décline en variétés. Et puis, c'est ce qu'on appelle des français régionaux ou des variétés régionales du français, c'est-à-dire que le français, il n'est pas uniforme. Donc oui, il n'y a qu'une seule langue française. On arrive plus ou moins à se comprendre quand on change de département ou de région en France. Mais c'est clair que le français qu'on entend en Corse n'a rien à voir avec le français qu'on entend à Paris. Fabien me l'a beaucoup fait remarquer. Alors, ce français qu'on trouve en région, il se distingue du français standard ou du français de référence. Ici, c'est pas l'Académie française, c'est la Sorbonne. Vous voyez comme ça se ressemble dans l'architecture et également dans les représentations. Donc les français régionaux, ils se distinguent du français standard. On préfère, les linguistes, parler de français de référence, puisque le français standard n'existe pas. Le français de référence, c'est le français qu'on va trouver dans les dictionnaires ou qu'on peut peut-être entendre à la télé dans la bouche de certains animateurs, mais c'est pas un français qui existe. C'est comme l'idée de dire qu'il y aurait des gens qui n'auraient pas d'accent et d'autres qui en auraient. Donc on va dire qu'il y a une norme du français ou une variété de français de référence qui peut être virtuelle. Et cette opposition, cette existence va faire qu'on a des variétés qui s'y opposent par l'existence de régionalisme ou de mots régionaux. Alors un régionalisme, qu'est-ce que c'est ? C'est un phénomène linguistique. Alors, ça peut être une prononciation, un mot, une expression, une tournure de phrase qui s'emploie sur un territoire bien délimité, et ce territoire
territoire exclut Paris ou l'Île-de-France, puisque dès qu'un régionalisme arrive à Paris, il va se rediffuser dans l'ensemble de l'Hexagone. Alors, je vous donne quelques exemples pour être tout de suite plus parlant. Donc, ma mère a grandi dans l'Aveyron, et donc quand j'étais petit, si on renversait du coca par terre ou un truc comme ça, elle disait mais arrêtez, ça va péguer. Et j'ai toujours pensé que c'était un mot qui appartenait aux Français de tout le monde, parce que je l'ai toujours entendu. Et je crois d'ailleurs qu'il n'y a même pas de verbe en français standard ou de référence pour désigner cette action de coller légèrement, vous voyez, genre si on touche du sirop ou autre, donc ça pègue. Et donc c'est un régionalisme. Si vous ouvrez le dictionnaire, il va vous dire que c'est un mot régional puisqu'il n'est pas utilisé dans le français de référence, c'est-à-dire dans le français de Paris. Alors un autre exemple, moi j'appelle ça un sachet, ce que vous avez en haut à votre gauche. Dans le sud-ouest de la France, on appelle ça une poche. Pourquoi ne me demandez pas, parce que une poche, c'est un mot ancien en français qui était là avant que le français parisien arrive et puis qu'on a gardé tout simplement. Poche. Alors, si on regarde l'origine des régionalismes, évidemment que la plupart des mots régionaux, ou ceux qui viennent tout de suite à l'esprit, c'est des mots qu'on a empruntés. C'est-à-dire qu'on est allé chercher à d'autres langues. Comme aujourd'hui, on va emprunter à l'anglais, souvent, on va emprunter à d'autres langues en présence, des langues, des systèmes linguistiques régionaux ou des dialectes. Par exemple, si quelqu'un dans le sud de la France vous dit que vous voulez scagasser, donc vous reconnaissez la racine cacaré, S avec le E qu'on appelle prosthétique, donc c'est un E qui a été rajouté, S cagacé, donc casser, détruire, tu m'escagasses, un emprunt au provençal qui est passé en français. Si par exemple vous allez à Marseille et qu'on vous dit de vous passer une escoube, donc même chose du latin scopa, escoube c'est un balai, escoubette c'est un petit balai, c'est la brosse pour les toilettes par exemple, escoube, un emprunt au provençal qui est passé en français, puisque quand les gens qui parlaient provençal ont dû parler français, ils n'avaient pas forcément le mot balai, et donc ils ont récupéré le mot provençal, ils l'ont adapté à la phonétique du français, et c'est comme ça que escoube est passé dans le français local. Alors, vous avez d'autres mots anciens, enfin d'autres régionalismes qui sont ce qu'on appelle des archaïsmes, c'est-à-dire des mots qui étaient utilisés en français avant et qui ne sont plus utilisés aujourd'hui en français de référence, mais qui demeurent utilisés dans certaines régions. Par exemple, donc c'est ce qu'on appelle des archaïsmes ou des phénomènes de maintien. Si vous allez dans le sud-ouest toujours, vous allez entendre des gens qui vont vous parler de malle ou de malle arrière pour le coffre de la voiture. Pourquoi malle arrière ? Parce que sur les anciennes voitures, comme vous voyez peut-être petit sur l'image, mais on mettait une espèce de valise ou de malle sur la voiture pour y faire entrer des choses. Donc le français standard a changé pour coffre, mais cette partie de la France est restée. Alors vous en avez toute une autre série. Si vous allez en Suisse, par exemple, on va vous dire qu'on met un costume de bain. Alors ça me fait beaucoup rire la première fois que j'ai entendu ce truc, parce qu'un costume de bain, on s'imagine tout de suite un attirail, alors que pour eux, c'est tout à fait normal. Et puis, on a ce qu'on appelle des innovations, c'est-à-dire des mots qui sont créés pour les besoins de la communication, ce qu'on appelle généralement des néologismes. Et puis, le néologisme emblématique, c'est chocolatine, un mot créé dans les années 50 sur chocolat, avec le suffixe in, donc un néologisme par dérivation. Mais vous en avez d'autres par composition. Par exemple, à Marseille, on n'appelle pas ça un pot d'eau, comme chez moi, mais on appelle ça un pot à eau. Donc c'est un mot qui a été inventé pour les besoins de la communication. Puis vous avez des phénomènes d'antonomase, c'est-à-dire des noms propres qui vont rentrer dans la langue standard ou commune. Par exemple, dans cette partie de la France, vers Nîmes, ça ne s'appelle pas un Mr Freeze, ça s'appelle un Pirouli. Alors pourquoi Pirouli ? Parce qu'il y avait une boîte, une compagnie qui fabriquait des Mr Freeze qui s'appelait Pirouli. Vous avez des Yeti Gel, peut-être qu'il y en a qui connaissent les Yeti Gel par ici, ouais. Donc voilà, c'est des noms propres, au même titre par exemple que Post-it ou que Tipex, qui vont rentrer dans la langue et qui vont s'installer à certains endroits. Alors on peut avoir des problèmes de classement évidemment. Est-ce que tel régionalisme rentre dans telle ou telle case? Par exemple, il y a une chanson très célèbre de Zebda qui dit tomber la chemise, et il a tombé la chemise, mais on a la même structure avec il a échappé quelque chose.
Genre, il a échappé son stylo. C'est un tour qui était courant en ancien français, mais qu'on retrouve aussi dans les langues régionales. Donc il a tombé le ballon, etc., etc. Ça peut être interprété comme un phénomène de calque. On verra des phénomènes de calque du corse vers le français, ou un phénomène de calque d'archaïsme, hein, c'est-à-dire de l'ancien français qui est resté. Ça va ? Alors, comment est-ce qu'on fait les petites cartes que je vous ai fait voir, et ensuite comment est-ce qu'on peut les appliquer à des mots régionaux ? Alors on fait appel à ce qu'on appelle les sciences participatives, et les sciences participatives, c'est un moyen d'impliquer la foule dans nos recherches. Sciences participatives, ça se traduit aussi par sciences citoyennes, c'est l'implication du grand public dans des tâches scientifiques. Alors vous voyez ici un chercheur dans sa barque, il a une rame, et vous avez le grand public qui a une rame chacun, et puis qui propose aux chercheurs un coup de main. Donc il va dire aux chercheurs, est-ce que tu as besoin d'un coup de main ? Et le grand public va venir l'aider gratuitement. C'est des entreprises ou des méthodes qui existent depuis au moins la fin du 19e siècle, début du 20e. Donc vous avez ici une photo d'une société de sciences naturelles qui avait récolté des gens pour aller mesurer ou compter des papillons. Alors par exemple, je ne sais pas si vous avez ce truc de nettoyer les plages. Bon là, c'est pas des sciences participatives, mais c'est participatif, vous allez nettoyer la plage gratuitement. Ici, vous accompagnez une équipe de chercheurs qui va vous demander de les aider, donc d'être assistants dans le comptage, par exemple, de papillons, voire d'oiseaux. C'est le comptage des oiseaux de décembre. Ça se fait chaque année, depuis un siècle aux États-Unis. Ça se fait aussi plus largement en Amérique du Nord, au Canada. Donc on a quadrillé un espace, et puis on va vous dire, toi, tu vas sur tel carré, puis tu vas compter le nombre d'oiseaux qui est présent entre 10h et midi. Et puis vous allez répertorier ça sur une feuille, et des centaines, des milliers de gens vont faire ça, ce qui va permettre de quadriller l'espace gratuitement, et donc de savoir combien il y a d'oiseaux qui sont répertoriés sur tel temps. Évidemment, ce qu'on observe, c'est qu'il y a de moins en moins d'oiseaux avec le réchauffement climatique. Le web 2.0, donc le web qu'on appelle social, a permis un peu de décentraliser, ou plutôt aider, ou plutôt faire participer les gens depuis leur téléphone, depuis leur ordinateur, et donc de donner un nouveau souffle, si on veut, aux sciences participatives, notamment dans les sciences humaines. Il y a plusieurs projets qui sont disponibles sur cette plateforme. Hier, j'ai fait voir un projet où on entend des cris de bébé, et puis on doit identifier si le bébé, on doit dire, on pense que le nourrisson, est-ce que c'est un nourrisson, est-ce que c'est un bébé de 6 mois, est-ce que c'est un bébé de 9 mois, est-ce que le bébé il rigole, est-ce que le bébé il pleure, etc., etc. Et des milliers de personnes vont faire cet exercice. Ils le font gratuitement, ce qui va faire gagner un argent et un temps monumental aux chercheurs, évidemment, puisque imaginez si l'ensemble de cette salle commence à aller identifier des cris de bébé, en une journée, on risque de faire le travail qui aurait demandé plusieurs années de recherche, plusieurs milliers d'euros de contrats. Voilà pour les sciences participatives. Alors, le projet Français de nos régions, dont Fabien vous a parlé en introduction, c'est un projet de sciences participatives. On fait appel à la foule pour répondre à des questions et pour nous aider finalement à cartographier la variation du français. Comment est-ce que ça fonctionne ? Vous allez vous rendre sur ce blog, vous allez choper le lien par WhatsApp, quelqu'un va vous l'envoyer, ou vous allez le récupérer sur Facebook ou sur Twitter, peu importe. Et à partir de ce lien, vous allez être redirigé vers une plateforme d'enquête. Si vous avez déjà fait des enquêtes sur Google Forms ou sur Caltrix ou sur d'autres systèmes d'enquête en ligne, vous allez ensuite répondre à un certain nombre de questions, des questions où on vous pose, on vous demande où c'est que vous avez grandi, dans quelle localité, où c'est que vous êtes né, quelle est votre année de naissance, etc., etc. Et ces données ensuite vont nous permettre de faire de la cartographie. Alors par exemple, moi je suis né en 1981, mon métier je suis professeur, j'ai grandi dans le 73-300, etc., etc. J'ai déménagé à tel endroit. On me présente la première question, comment est-ce que j'appelle cette viennoiserie avec du chocolat dedans ? Je vais répondre pas chocolatine, mais pain au chocolat. Et puis, je vais ensuite être confronté à d'autres participants qui ont peut-être dit chocolatine, etc. Et je vais représenter ça sur une carte. Alors, imaginons que la personne qui fait le test réponde chocolatine. On va regarder ensuite le pays
dans lequel la personne a dit qu'elle avait passé la plus grande partie de sa jeunesse, et le code postal de cette localité. Et on va répertorier ça ou reporter ça sur une carte. Alors vous voyez ici, les points bleus, c'est les gens qui ont dit chocolatine. Les points noirs, c'est les gens qui ont dit autre chose. Donc ils n'ont peut-être pas forcément dit pain au chocolat. Et ça, c'est hyper intéressant pour comprendre la structure de la carte ou pour comprendre la nature des données. C'est qu'évidemment, qu'il y a des gens... Alors, peut-être les points bleus qui sont dans la partie noire, c'est des trolls. Peut-être c'est des gens qui ont déménagé, peut-être c'est des gens qui disent les deux, peut-être c'est des gens qui ont des parents qui viennent du sud-ouest et puis qu'à la maison ils disent chocolatine, ou qu'ils ont l'époux, l'épouse qui dit chocolatine, etc., etc. Et puis vous avez l'inverse, que dans la partie bleue, vous avez des gens qui ont cliqué, qui ont cliqué en noir. Et donc ce que ça nous dit, en fait, c'est que il n'y a pas un français homogène, même à l'endroit où on s'attendrait que les régionalistes soient homogènes, mais qu'il y a de la variation. Ce qui veut dire que possiblement, si vous êtes dans les points noirs de la zone bleue, bah vous êtes peut-être quelqu'un qui ne se comporte pas comme la majorité des points de la zone bleue, des gens de la zone bleue. Alors ce qu'on va faire à partir de ça, c'est qu'on va regrouper les gens en fonction de l'arrondissement qui se rapporte à leur code postal. Donc par exemple, moi, 73 300, mon arrondissement, c'est Saint-Jean-de-Maurienne. Ça va s'opposer à l'arrondissement de Chambéry, qui va s'opposer à l'arrondissement d'Albertville. Et donc, je vais avoir 3 points pour la Savoie. Et à partir de là, je vais avoir un quadrillage de la France, de la Suisse et de la Belgique, qui est beaucoup plus propre que celui que je vous ai présenté ici. Ce qui veut dire que là, si quelqu'un a répondu chocolatine à Paris, ben, il est clairement minoritaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Ça veut juste dire qu'en fait, il fait partie des 5% ou des 1% de la population qui ne se comporte pas comme le reste de la population localement. Ça va ? Donc, quand on va on va voir la carte en disant mais moi je ne parle pas comme la carte, mais en fait c'est pas que vous ne parlez pas comme la carte, c'est que vous n'êtes juste pas comme l'échantillon qui est présenté sur la carte, sachant que l'échantillon qu'on utilise ici sur la carte, il y a 20 971 réponses, donc on est loin des 1500 réponses du petit sondage de TF1 qu'on a vu tout à l'heure. Alors, à partir de ce quadrillage, on va utiliser une technique d'interpolation statistique où on va lisser l'espace entre les points. Donc, vous voyez ici que chacun des points du réseau est espacé de l'autre. Puis, on va rajouter une grille pixelisée sur la carte et on va colorier les pixels en fonction des points les plus proches. C'est exactement comme ça que fonctionnent les cartes météo quand ils vous font voir l'anticyclone ou une inondation ou les températures qui montent chaque été. C'est le même fonctionnement. Vous avez une carte qu'on appelle interpolée, c'est-à-dire un espace entre les points qui va être colorié à partir de ce qu'on trouve sur les points. Donc évidemment que là, si vous êtes à Saintes, il faut lire la carte comme étant la probabilité de dire chocolatine, elle est de 75%. Donc si vous dites mais ouais, moi je viens de Saintes et je dis pain au chocolat, bah oui, c'est possible. C'est juste que tu fais partie des 25% des gens qui disent pain au chocolat et pas de ceux qui disent chocolatine. Alors tout ça, c'est fait dans le logiciel R avec différents packages. Ça va ? Là, j'ai prévu une question. Je pensais que j'aurais soif, et c'est le cas. Alors, là, je vais maintenant vous présenter des prononciations qui disparaissent. Des phénomènes de disparition. Donc quand la journaliste m'a dit mais est-ce qu'il y a des trucs qui disparaissent, est-ce qu'il y a des phénomènes, est-ce que l'accent s'uniformise? Bien sûr qu'il y a des choses qui disparaissent, bien sûr qu'il y a de l'uniformisation. Donc on ne va pas cacher les phénomènes d'uniformisation qui existent, on va les montrer. Et donc vous voyez ici une opposition entre pâte et pâte. Alors je ne sais pas s'il y a des gens qui ont appris ou qui savent que le mot PA-T-E se prononce, d'après le Robert, différemment du mot PA accent circonflexe TE. Donc moi je ne le fais pas, j'ai beaucoup de mal à le faire, je pense qu'il n'y a pas grand monde dans la salle qui doit le faire, à moins qu'il y ait des Suisses ou des Belges ou des gens de l'Est de la France. Donc ça donne quelque chose comme ça, donc c'est ma collègue qui a enregistré. Donc on va dire les pattes d'une poule et puis les pâtes qu'on mange. Pâte, pâte. Alors, pâte, pâte. Vous entendez, il y a une toute petite différence. Si vous allez en Suisse ou en Belgique et vous disent ce soir on mange des pâtes, on va vous rire au nez évidemment parce que pour eux c'est tout à fait aussi bizarre que si on confondait cou et cul par exemple. C'est exactement la même opposition dans leur tête. Et vous voyez en fait la carte vous montre dans la zone éclairée
où sont les gens qui font l'opposition entre Pat et Pat quand ils doivent le prononcer. Vous voyez que le sud de la France, la Corse, est noir. Ça veut dire que personne ne fait cette opposition. Et là, ce qui va être hyper intéressant, c'est de comparer les vieux, ou plutôt les seniors, avec les juniors. Si je prends la carte des gens qui ont 45 ans et plus, donc ça ne m'inclut pas encore, vous voyez que en Belgique, donc c'est le petit bout là qui est superposé à la France, et en Suisse, la vitalité c'est toujours la même. Mais regardez maintenant si je prends les juniors, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 25 ans, vous voyez que la carte va presque s'éteindre. Ça veut dire qu'en fait on a un phénomène générationnel qu'on est en train de capter, un changement linguistique en cours. Et regardez maintenant si je laisse clignoter la carte, vous voyez en fait comment disparaît une prononciation, comment sort du système une prononciation qui n'était plus vraiment pertinente. On voit également comment les frontières politiques de la Suisse et de la Belgique vont protéger ces espaces, notamment à cause du système scolaire. Alors il y en a peut-être une autre qui va vous parler, moi je ne la fais pas. C'est BRIN, un brin de muguet, et puis un ours brun. Vous entendez ? Brun. Alors, bon, moi, non seulement je ne le fais pas, mais en plus, je ne l'entends pas. Donc, ça, je veux dire un brin dans les deux cas. Alors là, il y a une erreur sur ma légende. Vous corrigerez, ce n'est pas PAT versus BRUN, c'est BRIN versus BRUN. Vous voyez les réponses ici. C'est plus ou moins 20 000 répondants. Et vous voyez que le sud de la France, c'est clair que brin-brin, c'est très marqué dans leur prononciation. Mais vous voyez que dans la partie septentrionale, à Paris, quasiment plus personne ne le fait. Alors si je fais le même exercice que tout à l'heure, que je compare les plus de 45 et les moins de 25, vous allez avoir le même phénomène de dégradation. Alors dégradation dans la partie septentrionale de la France, mais pas dégradation dans la partie sud. Donc si on va vous dire que l'accent du sud se perd, pas du tout, en tout cas pas au niveau de ce trait. Ce trait reste hyper stable. Et je pourrais vous faire voir une autre carte qui a été faite dans les années 40, avec des données récoltées dans les années 40, et on voit que seule la partie septentrionale de la France change. La partie méridionale ne change pas. Pourtant, elle ne sert à rien, cette opposition. Si je vous dis que c'est un ours brun, on comprend qu'il est marron, n'est-ce pas ? Même si je me suis trompé dans la prononciation. Ça va ? Alors, d'autres phénomènes qui disparaissent. Hier, Fabien me dit, oui, alors pour le dîner, etc. etc. Et donc, comme j'habite en Suisse, du coup, je suis matrixé. Pour moi, le dîner, c'est midi et souper, c'est le soir. C'est un usage qui était en cours au début du XXe siècle. Ici aussi ? Ouais, mais alors en Suisse, dîner, c'est midi. Et pour toi aussi ? Ouais. Alors pour moi, c'est midi et souper, c'est le soir. Et en fait, c'est un phénomène qui existait au début du 19e siècle à Paris. On déjeunait le matin, on dînait et on soupait. Et puis, on a mangé de plus en plus tard, c'est-à-dire qu'on a déjeuné de plus en plus tard. Et le déjeuner s'est transformé en petit déjeuner. Et donc, on est passé sur petit déjeuner, déjeuner, dîner. Le souper, c'était après le théâtre. Le souper a disparu et le dîner est resté. Mais dans les parties périphériques de la France, de la francophonie, notamment en Belgique, en Suisse, au Canada, cet ancien système, il est resté. Et vous voyez qu'en fait, aujourd'hui, ce système de dîner-déjeuner, il est en train de disparaître. Hein. Vous voyez que de plus en plus de gens en Suisse vont manger à midi ou perdre la notion de dîner pour midi. Et vous voyez qu'en France, c'est presque terminé. Plus personne ne dîne à midi. C'est ça, hein, plus personne ne dîne à midi, mais on déjeune à midi. Alors, un dernier sur les mots qui disparaissent, c'est l'utilisation de adieu pour dire bonjour. Alors, dans certaines régions de France, notamment chez moi en Savoie, mais également dans le sud-ouest, quand on dit bonjour à quelqu'un, on lui dit adieu. Alors j'ai toujours entendu mon père qui faisait ça, j'ai toujours trouvé ça d'un vulgaire mais absolu, donc adieu. Et ça s'utilise aussi beaucoup en Suisse, donc adieu au sens de bonjour. Et je me souviens de débarquer à Ikea en Suisse en 2022 et je tombe sur cette pub, 1973, c'est comme ça qu'on dit en Suisse. La Suède dit hey, la Suisse dit adieu. Je me suis dit, mais c'est complètement raté cette pub, puisqu'on arrive dans Ikea, on n'est pas censé dire au revoir à Ikea. Et en fait, c'était qu'ici, adieu signifie bonjour. Et vous voyez que la carte montre également un changement linguistique en cours, avec les moins de 25 ans qui ne disent plus adieu pour dire bonjour, et les plus de 45 qui l'utilisent encore. Et donc vous voyez en fait comment les
les mots sortent de l'usage. Alors, ce qui est hyper intéressant, on peut faire cet exercice pour plein d'autres mots, régionaux, c'est qu'en fait, effectivement, les choses, elles changent, mais elles mettent énormément de temps à changer. Donc, on ne verra pas, si on veut, en tout cas, moi, je ne verrai pas de mon vivant la disparition totale de adieu, puisque un changement linguistique met des générations et des générations pour aboutir, et puis il peut y avoir des allers-retours qui vont être faits. Ça va ? Adieu, bien sûr, dans les langues régionales, ça s'utilise encore beaucoup. Donc, adieu, c'est en ancien français, je te recommande adieu. Ça s'opposait va au diable, justement. Et il y a effectivement des phénomènes de substrat, puisque en gascon, par exemple, adiats, pour dire bonjour. Alors, c'est pas la même racine ? Ouais, c'est adieu. Alors, je voulais vous parler maintenant d'une série de mots. J'appelle ça le fabuleux destin des mots du Midi parce que ça me fait beaucoup rire. C'est sur des mots provençaux. Il y a aussi un mot corse et comment ils gagnent en fait le français de référence, ou plutôt comment ils sortent de leur zone d'origine. Alors, vous le savez, hein, on l'a dit, la France, elle a clairement un centre, au sens sociologique du terme, c'est Paris et l'Île-de-France. Donc, ce n'est pas une carte que j'ai trafiquée, c'est une carte qu'on appelle un cartogramme, et le cartogramme représente un phénomène en fonction d'une réalité numérique. Ici, c'est le nombre d'habitants par rapport au territoire. Et donc, on voit en fait que Paris, effectivement, c'est un territoire qui est monstrueux en termes de nombre d'habitants. Si on rapporte l'espace par rapport au nombre d'habitants sur les autres grandes villes, on voit que la province, c'est-à-dire les régions hors Paris, ne représente pas grand-chose sorti des grandes villes. Donc Paris, clairement, c'est un centre. Ça s'explique aussi, vous le connaissez, vous avez étudié ça à l'école, hein, c'est le fameux réseau en étoile. Tout passe par Paris. Je me souviens d'une fois d'être parti de Neuchâtel, je devais aller à Bordeaux, j'ai dû prendre le train pour aller à Paris et puis redescendre à Bordeaux. Là, quand je vais rentrer vendredi de Corse, je repasse par Paris pour redescendre à Genève. C'est le système en étoile des transports parisiens. C'est à Paris que tout le pouvoir politique est concentré, hein, que les lois sont votées. Symboliquement, c'est très fort. C'est également à Paris que se trouvent les plus grands médias. Libération, Le Monde, TF1, etc., pour en citer que quelques-uns. Et puis, c'est à Paris qu'on a les plus grandes écoles et les universités, on va dire, plus prestigieuses. On a souvent cette idée que pour réussir, il faut aller à Paris. Pour bien parler, il faut être parisien. Ou pour réussir dans la vie, il faut monter à Paris. C'est une représentation qui est héritée de l'Ancien Régime et qui demeure encore aujourd'hui assez forte au XXIe siècle, même si les choses sont en train de changer. Alors, si vous demandez à des provinciaux s'ils se sentent français, bien sûr qu'ils vont vous répondre que oui, mais ils vont vous dire sans doute qu'avant d'être français, ils sont provençaux, savoyards, alsaciens, bretons. Je n'ai pas osé dire est-ce que vous demandez à des Corses s'ils se sentent français, parce que je pense que je connaissais déjà la réponse. Mais ce qui est important de retenir, c'est que par rapport à des Parisiens, la province va d'abord se sentir propre ou attachée à sa province, c'est-à-dire à son ancienne région, va se dire je suis savoyard, je suis bourguignon, je suis dauphinois, je suis provençal, etc., avant d'être français. Il y a autre chose aussi, c'est que tous les provinciaux vont vous dire qu'ils détestent les Parisiens. Et puis alors on va associer derrière l'accent parisien la malpolitesse des Parisiens, l'arrogance des Parisiens, le fait que les Parisiens soient radins, qu'ils ne savent pas conduire, qu'ils ne savent pas se comporter quand ils sont en vacances, etc., etc. Vous avez tout un tas de mèmes, hein, par exemple sur les Parisiens, le connard en scooter sur les pistes cyclables, qui paye son mojito à 16 €, qui fait un resto basket, un after-work en rooftop, etc., etc. Et on a d'ailleurs des mots pour décrire ces Parisiens. J'espère qu'il n'y a pas de Parisiens dans la salle, mais il n'y a rien de méchant là derrière, hein. On décrit une réalité sociale. Il manque Pinzout pour la Corse. C'est pas fait exprès. Mais donc on a des mots aussi dans certaines provinces pour décrire ce Parisien. Alors cette stigmatisation du Parisien, on la retrouve dans un autre phénomène hyper sociologique, c'est les matchs de foot. Alors quand il y a le PSG qui joue contre quelqu'un, vous pouvez être sûr que tout le monde, peu importe l'équipe, va être contre le PSG, à moins que ce soit des Parisiens, parce que finalement le foot recristallise un certain nombre d'oppositions ou une certaine détestation, hein, vous l'entendez beaucoup, sur cette opposition d'ailleurs qui est parfois très mal vue entre Paris et la province. Les
provinciaux. Alors aujourd'hui, on dit plus province, on dit région, mais le mépris ou l'opposition, elle est toujours là. Alors, ce qui est hyper important pour comprendre la suite de l'exposé, c'est que avec les réseaux sociaux, depuis une dizaine d'années, on a une décentralisation de la culture, on a une décentralisation tout court. Ce qui veut dire que Paris est en train de perdre son rôle de centre. C'était hyper fort au moment du Covid, quand on voit que les gens commencent à fuir la capitale parce qu'elle est clairement irrespirable, on peut plus se loger, etc., et partent vers la province et les réseaux sociaux, Facebook, Twitch, Insta, Snap, TikTok, etc. Vous renforcez cette décentralisation. Aujourd'hui, alors pour moi c'est l'exemple emblématique, alors on peut l'aimer ou pas l'aimer, hein, c'est pas l'idée ici. Joule, il montre, ce mec, qu'on n'a plus besoin d'être à Paris pour pouvoir réussir dans la vie, pour pouvoir percer socialement et culturellement, surtout pour vendre des disques. Joule aujourd'hui, peu importe ce qu'on peut penser de sa musique, c'est le deuxième plus gros vendeur de disques de tous les temps, après Johnny Hallyday. Donc peu importe aussi ce qu'on peut penser de Johnny Hallyday. Alors, je vais prendre l'exemple de Marseille, parce que c'est Joule, etc., mais aussi parce que c'est la deuxième plus grande ville de France en termes de nombre d'habitants, mais également en termes de surface. Alors, Marseille, dans les représentations, c'est la capitale historique du Midi. Je suis sûr que si vous êtes déjà monté à Paris et que vous avez parlé sans vous surveiller, sans être en insécurité linguistique, on vous a dit « toi, tu es de Marseille ». Alors qu'en fait, non, vous êtes corse, mais simplement dès qu'un Parisien ou quelqu'un du Nord entend quelqu'un qui parle avec l'accent méridional, c'est-à-dire qu'il va prononcer des « e », là où lui ne les prononcerait pas, on va lui dire « toi, c'est clair, tu es de Marseille ». Parce que Marseille joue vraiment le rôle des représentations ou de la capitale du Sud, donc ça se ressent au niveau de l'accent. Alors, Marseille, c'est aussi une équipe de foot mythique, l'OM. C'est une des villes où le hip-hop a vraiment commencé à émerger dans les années 80, 90. Alors ça, j'ai mis pour Fabien, Ayam, c'est notre génération, non? Alors l'autre, je ne sais pas comment il faut prononcer. Ça est fort de la rime ou de la rime, je ne sais pas. Psychiatre, merci. Et voilà, Joule, notre plus grand vendeur de disques après Johnny Hallyday. Alors là, voilà, vous avez un peu le contexte. On a Paris qui a longtemps été le centre novateur, les innovations, etc. Et puis on a un deuxième centre qui est en train de naître, un centre du Sud qui s'oppose clairement à ce centre et donc qui va jouer sur cette division entre la France du Nord et la France du Sud. Alors un petit test, est-ce que vous connaissez ces mots? Cagole, je l'ai entendu ce matin, oui. Dégain aussi, vous connaissez. Alors, vous connaissez, ça ne veut pas dire que vous l'utilisez. Tarpin et fraté, évidemment, là j'imagine que tout le monde le connaît. Alors c'est ces 4 mots que je voulais un peu décrire, et je voulais un peu décrire leur trajectoire, parce que leur trajectoire, y compris la façon dont ils vont être utilisés et dont ils vont apparaître dans les médias et entrer dans les dictionnaires, c'est hyper intéressant justement pour traquer ce changement et ce déplacement de centre. Alors le premier c'est Cagole. Si vous regardez une carte, vous montre en fait que Cagole, effectivement, c'est hyper bien connu dans la région de Marseille, mais c'est bien connu dans le sud de la France, mais ça va aussi être connu dans la partie septentrionale de la France. Vous voyez, il n'y a pas de raison qu'un Parisien sache que c'est qu'une cagole. Alors, cagole, si on regarde au début du XXe siècle, dans les dictionnaires de régionalisme, une cagole, c'est décrit, donc la définition, c'est celle-ci, ouvrière qui arrondissait les fins de mois, possiblement par métonymie avec le provençal cagoulot, tablier, vêtements longs. Donc, ouvrière qui arrondissait les fins de mois, ça veut dire prostituée, donc femme qui vit du business du sexe, travailleuse du sexe. Aujourd'hui, on dirait ça comme ça. C'est cette définition que vous trouvez chez Bouvier 86. Nom féminin d'origine provençale désigne une fille de très petite vertu et de fort mauvaises apparences. Celle-là, tu peux y aller, c'est une vraie cagole. Veut tout dire à l'origine, etc., etc. Donc en fait, ce qu'il faut retenir là, dans les années 80, c'est que cagole, c'est la pire insulte. Si on vous dit espèce de cagole, on vous a dit vraiment les pires choses, les choses les plus mauvaises. Vraiment, on vous insulte, vraiment, on vous méprise.
Arrivent les années 2000, et là on va avoir un changement de paradigme qu'on va traquer dans les dictionnaires. À ce moment-là, dictionnaire du Marseillais, l'Académie de Marseille, donc, qui s'oppose à l'Académie française, publie ce magnifique dictionnaire, et le sens péjoratif de cagole, il est relégué au second rang. Hein. Vous voyez que sens numéro 2, il est donné comme vieilli ou désuet. Donc sens numéro 2, vieilli ou désuet, prostituée, toutes ces femmes vouées qui sont la rançon de toutes les mires, etc. Il les méprise, etc. Quel est le premier sens de cagole? Donc on voit qu'on a vraiment un changement sémantique, un changement dans les usages. Le premier sens de cagole, c'est fille vulgaire qui s'habille et se maquille de manière outrancière, de sorte à être remarquée. Donc en fait, finalement, c'est plus une insulte, c'est une attitude. Et ce changement d'attitude, en fait, on va le retrouver dans un reportage de Canal+ des années 2010. Vous l'avez peut-être vu. Je vous en joue un tout petit extrait pour voir finalement qu'est-ce qu'on appelle une cagole ou qu'est-ce qui est devenu la cagole par rapport à ce qu'elle a eu été dans les années 80. Pour un Parisien, une blonde avec l'accent du Sud, c'est déjà une cagole. Hein. Toujours à la pointe de la féminité, coiffée, maquillée, nail arté. Je suis pas très grande et c'est génial, parce que je peux porter des talons de 25 cm. Les bijoux, ça va être, comme on dit à Marseille, du Saint-Doigt-Bac, par exemple. La cagole, elle fait pas du tout semblant d'être vierge, je fais pas du tout semblant d'être pure ou innocente. Je vais me faire tatouer une clé de sol. J'aime pas prendre des pincettes, en fait, quand je parle avec les gens. Tu me fais un café, s'il te plaît? Alors, évidemment, mais vous voyez que là, donc, c'est plus une insulte. On est vraiment dans le féminisme 2.0, etc., etc. Puis vous avez des personnages comme Mélanie Lacagole, incarnée par Laura Calu, qui fait à l'époque, avant qu'elle rentre dans certains débats sur les réseaux sociaux, donc on ne parlera pas ici, des milliers de vues quand elle fait Mélanie Lacagole. Alors, bienvenue dans la vidéo du quiz pour les sudistes. Bon, après, si tu es du Nord, tu peux jouer quand même, hein. Puis bon, tu es du Nord, mais bon, c'est pas grave. Tu sais quand même ta géographie, c'est déjà pas mal, et ouais. Sachant que j'estime que tu es du Nord à partir du moment où tu as franchi la frontière de Lyon. Alors attention, se concentre sous. Alors... Voilà, alors, donc, vous voyez, évidemment que de faire des millions de vues, elle ne va pas être juste vue par les Marseillais, elle va être vue aussi par les Parisiens, etc., etc. Et tout ça va changer, en fait, le paradigme. Et ce changement de paradigme, il s'ancre dans le commerce. Je me souviens d'être au ski il y a quelques années chez mes parents en Maurienne. J'arrive dans une station de ski, il y avait un Sherpa, donc c'est un micro-magasin, et il y avait une bière qui s'appelait La Cagole. J'étais estomaqué, vous voyez maintenant des t-shirts, je ne suis pas une cagole, ou des coques de téléphone, cagole, des porte-clés, etc. Et alors, comble du comble, cagole est devenu, il y a quelques années, une ligne chez Balenciaga. Balenciaga, ça coûte évidemment les yeux de la tête, donc vous avez ici, les jeunes filles en vogue ne jurent que par ce sac signé Balenciaga, elles l'ont tout adopté, Kim Kardashian, Dua Lipa, Julia Fox, Bella Hadid. Voici tout ce qu'il faut savoir sur le cagole de Balenciaga, sac star du moment. Et attendez, donc évidemment que Balenciaga balance son sac, mais ensuite balance des bottes. Elles l'ont toutes, etc., etc. La botte, la cagole, botte qui coûte 1890 €. Et donc, vous voyez comment on est passé d'un paradigme où, dans les années 80, on est dans la pire insulte, à le pire objet de luxe, parce que je pense qu'il n'y a pas des bottes plus chères sur le marché. Et c'est le même mot, finalement. Donc, vous voyez comment peut s'accompagner une dérégionalisation, c'est-à-dire comment est-ce qu'un mot régional va sortir de sa zone d'origine, mais non pas pour se moquer ou autre, mais vraiment pour devenir une marque ou un symbole de fierté. Et tout ça est parti de Marseille. Alors, je vous en donne un deuxième, le mot dégain. Je le prononce mal, je sais, c'est pas grave, je l'ai adapté à mon système, dégain. Avec une nasale que j'arrive pas à produire, mais la même qu'il y a dans Brun. Alors, dégain, littéralement, il n'y a personne, on craint dégain, il y a dégain. Beaucoup de blagues autour de dégain. Dégain vient du latin nec unus. Le dé a été dissimilé, enfin il est obtenu par dissimilation. Hein. Nec unus qui donne l'italien nessuno ou le corse nissuno. Et le dé initial, c'est exactement la même chose, dégain.
en provençal. Alors, sur le plan de la vitalité, il est attesté dans toute la Provence, mais également un tout petit peu au nord de la Corse. J'imagine qu'il y en a plein qui l'utilisent ici. Mais ça sonne encore très marseillais. Et il est rentré dans le dictionnaire il y a quelques années. Écoutez ici ce petit reportage. Si on ne connaît pas le mot dégueu, c'est qu'on n'est pas marseillais. Du latin nec unus, pas un, familier, personne, aucun être humain. Et c'est bien dans la nouvelle édition du Petit Robert que Déguin fait son entrée, un ajout normal selon ce chercheur au CNRS, spécialiste du français de Marseille. Parce que c'est évident, c'est un mot courant, c'est un mot que tout le monde emploie sans faire vraiment attention et qui est utile et qu'on emploie de manière vraiment régulière. On craint Déguin, qui est un peu le slogan identitaire, chauvin, fanfaron de Marseille. Bon, parfois on craint tout court, hein, surtout l'OM, mais on craint Déguin. Je crains Déguin. Voilà, alors Médéric Gasquet, qui le prononce très bien. Puis la journaliste qu'elle m'a interviewé, elle m'a parlé d'un sénateur qui est arrivé ici. Puis toujours avec cette blague, si vous ne connaissez pas qui est Déguin, vous pensez que Déguin est partout, alors que Déguin, c'est personne. Je vous dis, il y a Déguin, puis vous pensez qu'il y a quelqu'un, en fait. Donc un mot clairement emblématique. Alors quelques dates clés sur ce Déguin, et pourquoi est-ce qu'il est connu aujourd'hui en dehors de sa région d'origine. Anigo, en 2005, choisit la phrase « On craint Déguin » comme slogan de l'OM, et cette phrase est affiché dans le Vélodrome. Donc quand l'équipe de l'OM rentre sur le terrain, on craint Déguin. Adidas reprend le slogan dans une campagne qui fait également appel à des jeunes qui jouent au foot, donc pas à des mannequins, mais à des gens random, des jeunes qui portent le maillot avec ce slogan. On craint Déguin. 2016, il rentre dans le Petit Robert, édition 2017, et patatras, en 2017, vous en souvenez peut-être, Emmanuel Macron, qui briguait son premier mandat de président, arrive au Vélodrome de Marseille et se ridiculise, évidemment, avec cette phrase. On craint Déguin. Alors, évidemment, toute la journée, les réseaux sociaux s'en sont donnés à cœur joie. En plus, vous entendez comme il le prononce. Mais évidemment, Macron est toujours derrière pour jouer avec les mots, etc., faire le buzz, et il sait bien le faire. Et ça a assez bien marché. Mais vous pensez bien qu'un président ou un futur président qui récupère des mots marseillais, des mots locaux, ça va contribuer à ce que le mot se dérégionalise. Alors en 2018, il y a ce film qui est sorti. Je pense que c'était le Covid, je ne l'ai pas vu. Mais je me souviens en 2023 de voir dans toutes les rues de Paris placarder cette affiche, les Déguins 2. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc évidemment, et vous voyez là comment le mot, je ne sais pas si vous l'avez vu ce film, je crois qu'il a bien marché parce qu'ils ont fait une suite, va se dérégionaliser. Aujourd'hui, vous pouvez entendre des jeunes qui vont dire on craint Déguin, etc. Alors qu'à l'origine, c'est un mot provençal qui a une toute petite aérologie. Alors il y a un son apparemment de Joule, Gros Déguin, qui est sorti, puis évidemment toute la suite derrière, la bière, la crin Déguin. Ouais, non, c'est possible. Ça prend du temps à ce que les mots rentrent, quoi. Mais effectivement, s'il n'y avait pas les rappeurs, ils ne seraient pas forcément rentrés. Et puis voilà, vous allez retrouver tout l'affichage commercial derrière avec les coques de téléphone, les t-shirts, les bobs et surtout la bière. On a besoin d'appeler des bières avec des mots régionaux. Alors, un troisième mot, je l'ai entendu l'autre jour dans la bouche d'un Suisse, j'étais choqué, tarpin. Donc c'est tarpin cher, je crois que vous dites c'est toque 2. Alors, tarpin, c'est exactement ce qu'on appelle un intensifieur. Alors, en Suisse, on va dire c'est monstre ou c'est grave cher, etc. L'étymologie, elle est obscure. Ne croyez pas ce que vous lisez sur Internet. Donc, non, ça vient pas d'une origine gitane. Ça, c'est une connerie. Fake. Tarpin, il est intéressant. Il est rentré dans l'édition 2026. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle, lui. SCH, non ?
Tarpin, gâté, tanké. Ces mots marseillais font leur entrée au Petit Robert. Les données montrent qu'il est connu en Provence et vous avez même une chaîne de vélo, enfin un forfait de vélo de Lime qui s'appelle le forfait Tarpin pour les accros de Lime. Tarpin, le nouveau forfait Lime à 33,99 € par mois. Et tenez-vous bien, le mois dernier, j'étais à Genève, je errais, j'allais choper mon train le soir, je tombe sur cette affiche, je me dis mais qui va comprendre ça? Tarpin gros emplacement pour les caméras. Et vous voyez comme c'est assez hors sol finalement, parce que Genève, qui est quand même protégée par sa frontière, donc les commerciaux qui essayent de faire jeune vont récupérer des mots, sans savoir évidemment que c'est des mots marseillais, etc. Et donc je pense que n'importe quel jeune voix qui est passé devant cette affiche a dû se dire mais qu'est-ce que ça veut dire? Surtout qu'en plus, il me semble que enfin, pour moi la phrase est fausse. Tarpin gros emplacement, on dirait pas grave gros emplacement ou méga gros, quoique. Enfin, mauvais usage, donc vous voyez un peu, mais enfin, ce qui nous intéresse, c'est de voir que ça a été à Genève en octobre 2025. Ça va? Alors, un dernier, c'est Fraté, Fradé. Donc j'ai récupéré les données de la base du nouvel atlas linguistique de la Corse. Donc on a ce qu'on appelle en Corse, dans la langue corse, une isoglosse entre fraté et fradé. Est-ce que le T est voisé dans la partie nord ou dévoisé, c'est-à-dire sourd dans la partie sud? Fraté, apocope, c'est-à-dire qu'on a supprimé les dernières syllabes du mot fratello, et fraté, qui est utilisé en Corse. Vous voyez que la Corse, elle est éclairée, mais vous voyez surtout que la région de Marseille, elle est aussi un peu éclairée. Les Bouches-du-Rhône sont éclairées. L'éditrice du Robert m'avait demandé est-ce que tu penses qu'on peut le faire rentrer dans le Robert cette année? Quelle est sa vitalité en dehors de la Corse? Et je lui avais fait voir cette carte. Elle m'a dit ok, on ne le fait pas rentrer cette année. Donc peut-être que sur l'édition 2027, fraté va rentrer. Fraté, c'est un mot qui est utilisé aujourd'hui bien au-delà de la Corse. En fait, si vous entendez des jeunes parisiens, il s'appelle plus bro, il s'appelle plus frère ou cousin, mais il s'appelle fraté. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont allés chercher un mot corse? Parce que le mot corse, il est déjà sorti en dehors de sa zone d'origine dans les chansons des rappeurs marseillais, et puis à partir de là, donc il va se propager. Il y a un film aussi qui est sorti en 2022 qui a été tourné en Corse, et c'est comme ça que les rappeurs s'appellent, fraté entre eux. Et regardez bien, comble de la dérégionalisation, Le Figaro, fraté, blaze, ces mots employés par les jeunes et qui existaient avant eux. Alors je ne suis pas allé lire l'article pour vérifier si l'étymologie était bien associée à la Corse, mais fraté est bien un mot corse qui est en train de s'exporter. Il n'est pas encore dans le dictionnaire, mais il est clairement en train de sortir. Donc vous voyez un peu le jeu qu'il va y avoir sur les réseaux sociaux, avec des mots finalement qui vont venir nourrir la langue française, et un processus, un changement, des innovations qui sont en train de se faire. Ça va ? Alors, si vous tenez le coup, je vous parle rapidement de cette dernière étude. C'est une étude sur le franc corse. Je pensais que c'était un mythe, le franc corse, avant d'arriver ici et d'entendre tout le monde qui parlait, y compris Fabien, avec plein de... Ce matin, j'ai entendu Charbet. Je crois que c'était toi. Ouais. Hein ? Charbet, on dit ? Oui, Charbet. Je tombais, ouais. Donc, c'est évidemment des mots que je n'avais jamais entendus. Alors, le franc corse, c'est quoi ? Ben, voilà, je ne vais rien vous apprendre ici, je vais juste vous montrer comment est-ce qu'on a pu un peu l'étudier. Donc, en Corse, vous savez, le français, ça a longtemps été une langue seconde, c'est-à-dire pas la langue qu'on se passait de père en fils ou de mère en fille ou de mère en enfant, peu importe, mais une langue qu'on apprenait, qui a été imposée par ailleurs. Et comme dans tous les autres contextes où le français a été imposé, ce français, quand il a été parlé, il a été influencé par la langue qui était là avant. Et donc, il va y avoir des phénomènes qu'on appelle des calques ou des emprunts, c'est-à-dire des phénomènes d'interférence entre le système ancestral, le corse, et la nouvelle langue. Et puis, cette nouvelle
nouvelle langue. Quand un Corse qui connaissait pas le français ou mal le français va se mettre à parler français, ben souvent, s'il n'a pas le mot, il va choper le mot en corse et puis il va le franciser. Et c'est exactement sur ce principe que fonctionne le franc-corse. Alors vous avez cette situation dans plein d'autres régions de la francophonie. Par exemple, le Chiac à Moncton, dans le Nouveau-Brunswick, c'est un mélange de français et d'anglais qui peut être plus ou moins fort, hein. Vous pouvez avoir un taux d'emprunt ou de calque plus ou moins fort en fonction de la visée communicative, etc. Donc ce n'est pas des systèmes qui sont fixés et gravés dans le marbre. Alors, en 2019, j'étais maître de conf à la Sorbonne et j'ai eu la chance, vraiment la chance d'avoir une étudiante, Mattea Poggi. J'ai trouvé une photo d'elle sur Internet, elle tient un drapeau corse. Je fais, ah tiens, ça tombe bien. Donc Mattea Poggi sortait de je ne sais plus quelle prépa, atterrit à l'université de Sorbonne et se retrouve dans un de mes cours. Et les étudiants devaient faire une enquête sur leur région. Elle propose une enquête qui avait hyper bien marché sur la Corse. Elle demande, elle administre un questionnaire. Plus ou moins 500 témoins ont répondu. Vous avez ici une carte qui vous montre la localisation des 500 témoins. Donc évidemment, ils viennent des grandes villes, hein, Bastia, Ajaccio, Sartène, Porto Vecchio. Mais également de Corte ou des localités à l'intérieur du pays. Alors, de la région, pardon. Vous avez ici une distribution de l'âge des participants. Donc vous voyez que les participants en moyenne entre 20 et 50 ans, en fonction de l'arrondissement d'où ils sont originaires, Ajaccio, Bastia, Calvi, Corté et Sartène. Vous voyez également qu'elle a touché une population relativement large, puisque chaque boîte représente 50% des participants, et un trait au-dessus et en dessous, c'est 25 et 25. Donc on voit que la population qui a répondu est globalement représentative des échelles d'âge, hein, c'est-à-dire de 15 à 75 ans. Une des premières questions qu'elle a posées, c'est est-ce que vous parlez le corse ? Quelle est votre compétence déclarée en corse ? Et vous voyez que ceux qui disent le parler, bon, ils sont majoritairement plus âgés que ceux qui disent simplement le comprendre. Ceux qui disent le parler sont aussi nombreux que ceux qui disent le comprendre. Donc on est plus ou moins à 200 et 200 sur je le parle, je le comprends, alors que ceux qui ne le comprennent pas, qui ne le parlent pas, donc, c'est 100 personnes, c'est-à-dire un cinquième de l'échantillon, et globalement c'est des gens qui sont très jeunes, qui ont autour de la vingtaine. Alors peut-être c'était de l'insécurité linguistique, peut-être c'était autre chose, mais ça montre quand même que les participants, ceux qui ont pris part, ont quand même une connaissance du moins passive du corse qui est assez marquée. Alors les premières questions qui ont été posées, elles portaient sur des objets ou des situations ou des noms de personnes qui vont avoir des noms différents dans la langue corse. Par exemple, la tante, donc la sœur du père ou la sœur de la mère. Est-ce que vous dites tata ou tatan, tati ou dzia ? Et vous voyez, les réponses ici sont majoritairement des réponses en français. Quand c'est violet, c'est en français. C'est que les gens, ils ont répondu la sœur de mon père, je l'appelle tata, ou je l'appelle tati, ou je l'appelle tatan. Et vous voyez que les gens qui disent dzia sont tout à fait minoritaires. Dans la langue corse, il n'y a qu'une seule forme, hein, dzia. Une autre variante, c'est des variantes familières, elles sont assez intéressantes. Je ne sais pas comment vous appelez votre grand-père, si vous l'avez connu, est-ce que c'est Pépé ou Papi, ou est-ce que c'est Missia ou Babo. Donc vous allez voir ici les points en vert clair qui représentent le français. Donc les formes françaises, Pépé, Papi ou Papi avec un I, et puis les formes corses, Babo ou Missia. Alors elles sont pas, elles sont minoritaires, enfin ça va dépendre des endroits, la carte est difficile à interpréter, mais on remarque quand même qu'il y a cette opposition entre le nord et le sud, une opposition qu'on retrouvait déjà dans les atlas linguistiques, où là on avait interrogé des gens qui parlaient corse. Là on leur demande, quand vous parlez français, est-ce que vous utilisez le mot corse ? Donc ma carte est différente de celle qui est montrée sur la langue ancestrale, mais on retrouve bien cette opposition nord-sud qui subsiste, malgré l'intégration ou l'apparition de plus en plus fréquente ou de plus en plus forte du français. Alors on va retrouver la même répartition. Alors Kakarou est tout à fait sorti de l'usage, j'imagine, pour d'après l'enquête, évidemment, sans doute que chez vous, vous l'avez peut-être encore, mais là il n'était même pas proposé, quoi, dans les réponses. Alors
On a fait la même chose pour la grand-mère et les résultats sont plus ou moins similaires. On va retrouver pas mal d'imbrication ou d'intégration ou de mots français, notamment sur les grandes villes. Et puis vous voyez au centre des formes comme Mamo, non pardon, ça c'est au sud, Mina au sud, et puis Mamo au nord. Là, Kakara, pardon, n'est pas non plus ressorti par rapport aux autres réponses sur l'échantillon de 500. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus utilisé, ça veut juste dire qu'il n'est pas utilisé dans notre échantillon. Ça va ? Et donc, on retrouve encore cette répartition nord-sud qui se maintient assez bien dans le français régional local, donc des phénomènes de calque qui coexistent et qui résistent, si on veut, à l'uniformisation. Ça va ? Alors, d'autres phénomènes, alors là je vous les présente en vrac, j'en ai pris que 3, mais il y en avait toute une série. Dans l'enquête, il y avait goff, par exemple, qui veut dire moche, ou c'était quoi l'autre truc que tu m'as dit hier ? Que tu n'arrivais pas à traduire ? Bisquet. Ouais, bisque. Alors, donc, se chiarber m'a gagné. Donc là, vous avez un dessin avec le pinzout qui va voir sa femme qui se met de la crème et puis il dit « Pas de baignade aujourd'hui, chérie, la plage a explosé. Il faudra revenir demain. » Puis vous avez les Corses qui sont en train de se moquer derrière. M'a gagné, donc, je l'ai entendu, je ne sais pas, au moins 4 fois depuis que je suis arrivé lundi, qui fait vraiment partie du paysage. Et puis vous avez cette journaliste correspondante de Corse au Monde qui a titré « La Magagna électorale corse du coiffeur à Twitter ». Vous avez un guide de la Magagne. Alors, il va être retrouvé sous forme corse ou sous forme francisée, Magagna, Magagne. Je l'ai entendu aussi hier, scapé, elle scape. Et les cartes vous montrent en fait que pour chiarber, c'est plutôt un mot qui s'utilise minoritairement par rapport au nord, ça ne veut pas dire qu'il ne s'utilise pas dans le sud. Et puis vous voyez que les 2 autres cartes sont très colorées, c'est des mots qui sont très vivants, qui sont très utilisés. Et en fait, je ne vous ai pas montré les autres cartes parce qu'elles montrent toutes la même chose. Quasiment 100% des répondants ont dit utiliser les mots corses qui avaient été proposés avec ou sans adaptation. Ça veut dire qu'on va les trouver soit sous leur forme corse, soit sous leur forme francisée. Chiarber, ce n'est pas une forme corse, c'est un infinitif français. Magagner, ce n'est pas une forme corse. Et scaper, ce n'est pas une forme corse. Ça, c'est corse à l'origine, mais c'est adapté à la phonétique ou à la morphologie de la France. Alors, je ne vous fais pas voir les cartes, mais je vous montre juste ce qu'il y avait dans le sondage. Donc, elle s'était évidemment interprétée des best-of des expressions corses, mai capitu, donc tu m'as compris. Alors, un mot que j'aime beaucoup, montasega. Puisque c'est à PV, pardon, faire le montasega, pardon, scarpe pour les chaussures et spiquette, les lunettes, je crois. Spiquette, ouais. Comment ? Bon, ok, tu pourras le reprononcer pendant la phase des questions. Alors, il y a un autre truc que je voulais vous faire voir, parce que je pense que les gens ont beaucoup souffert de ce genre de remarques, c'est sur le genre des substantifs. Donc vous savez que certains mots corses n'ont pas le même genre qu'en français. Ça, de toute façon, quand les langues sont genrées, quand on apprend l'italien, on sait, ou l'allemand par exemple, la lune elle est masculin, le soleil est féminin. C'est l'inverse du français. Et dans les français régionaux, c'est assez fréquent en fait que le dialecte ou la langue en dessous, elle influence le français en sortie. Donc par exemple, en Rhône-Alpes, on va dire un horloge, un couleuvre, une aigle, parce que c'était comme ça dans les langues qu'on parlait avant. Alors, dans l'enquête, l'étudiante, elle a testé 3 mots. Un dente, bon, j'ai fait en français, une dent au masculin en Corse, un orange ou une beignet. Et puis, apparemment, il y a des effets d'interférence qui fait que en franc-corse, on disait une beignet, un orange, un dent, qui s'explique justement par des phénomènes de calque. Et là, regardez les résultats par rapport à ceux des cartes qu'on avait tout à l'heure. L'usage ici est tout à fait aligné sur l'usage français. Plus personne, alors
alors peut-être que c'est possible que les gens le font, mais plus personne n'a avoué utiliser le genre corse sur le mot français. Donc c'est quelque chose qui s'est tout à fait perdu aujourd'hui. Hein. Et j'avais fait des modèles statistiques hyper compliqués, je ne vous les fais pas voir, parce qu'en fait, ils ne montrent rien. Là, j'étais allé regarder pour voir, bon, est-ce que finalement, la pratique de la langue, elle a une influence? Est-ce que l'âge va avoir une influence? Ça veut dire, est-ce que les très vieux font encore les fautes? En fait, aucune tendance statistique s'est révélée significative. Ça va? Alors, un dernier exemple avant la conclusion, c'est cette phrase. Qu'est-ce qu'il fera? Alors, je l'ai souvent entendu dans la bouche d'Italiens qui parlaient français, par exemple. Ça sonne, et puis quelqu'un d'Italien va dire « ça sera le facteur ». Alors... il veut dire, la personne, elle veut dire, c'est sans doute le facteur. Là où le français standard utiliserait le conditionnel. En fait, le futur en corse, en italien et dans d'autres langues romanes, il est utilisé pour exprimer une quasi-certitude qui n'est pas vérifiable immédiatement. Hein. Qu'est-ce qu'il fera? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? Mais ce sens, en français de référence, par exemple, n'existe pas. C'est un calque, hein, d'un usage qui est permis en Corse, mais qui n'existe pas en français. Donc, je vous fais grâce de ma prononciation. Il sera 10 heures, donc il doit être 10 heures. Donc, il sert à exprimer le doute ou l'étonnement, l'interrogation. Et on voit que le français de Corse, donc même si vous ne parlez pas corse, bah, vous avez récupéré cet usage, c'est-à-dire d'utiliser un temps verbal dans la langue seconde ou votre langue à vous, un phénomène qui n'existait pas, un phénomène de calque hyper intéressant. On en a d'autres dans d'autres langues, par exemple le passé surcomposé, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a appris au total dans cette conférence? Que les accents régionaux ou les phénomènes régionaux ne disparaissent pas en fait. Évidemment, il y a des contrastes qui s'affaiblissent dans certaines régions, mais ils vont demeurer dans d'autres. Il y en a d'autres qui se maintiennent, qui se renouvellent. Par exemple, l'affrication. On a beaucoup entendu parler hein, quand on va stigmatiser Aya Nakamura parce qu'elle dit arrête de mentir ou qu'on m'appelle Mathieu et non pas Mathieu. C'est des phénomènes qui ont tendance à se répandre et qui ne sont pas arrivés de Paris. La pression du standard, on ne va pas nier qu'elle existe. C'est clair qu'on a une pression du français standard. Je vous ai mis une photo de l'académie, des académiciens. Il y en a beaucoup qui sont décédés sur cette photo puisque beaucoup d'académiciens sont très âgés. Il y a des mots qui reculent, par exemple adieu pour dire bonjour ou dîner pour le repas de midi, mais il y a des mots clairement qui sont en train de sortir de leur zone d'origine, cagole, tarpin, déguin, fraté, etc. Donc on voit finalement que la langue elle bouge. Et puis on a des phénomènes qui résistent et surtout les jeunes les réinvestissent. Je vais revenir sur ça, notamment sur cette question du franc corse. Alors le rôle des réseaux sociaux qui fait beaucoup bondir les puristes, moi je le vois plutôt positivement. Je vais vous faire la dernière vidéo. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être à Paris pour créer une norme culturelle. Sur YouTube ou sur TikTok, il y a des vidéos qui cartonnent. C'est ces vidéos où on compare les accents. Ça me fait éclater de rire à chaque fois. Alors ici, ils comparent l'accent parisien et l'accent du Sud. Parisian accent versus Southern accent. Samedi. Samedi. Rose. Rose. Quelqu'un. Et quelqu'un. Merci. Merci. Le pain du pays. À un moment donné. À un moment donné. Je suis bien. Et je suis bien. Alors, elles nous font rire ces vidéos, mais je les trouve vraiment trop cool parce qu'elles contribuent évidemment à désacraliser le truc. Hein. Donc on ne dit pas... là, les deux systèmes, ils sont mis au même niveau. On ne dit pas « Ah, le parisien trop bien, le provençal bouseux », mais on a vraiment une... Alors pas une traduction, mais on a vraiment une mise en rapport des deux systèmes. Et les plateformes comme YouTube, TikTok, mais le rap, les séries, etc. Hein. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui connaissent des mots comme débaroulé parce que c'était dans je ne sais plus quelle série qui était diffusée sur M6, etc., où il y avait des Lyonnais. Si vous connaissez le mot ch'ti ou le mot drache, c'est parce que vous avez vu Bienvenue chez les ch'tis, etc., etc. Donc il y a un gros travail aujourd'hui de décentralisation qui est fait. Voilà. Alors, Marseille a un centre linguistique.
Déguin, Tarpin, Cagole, Fraté, Internet ne standardise pas. En fait, il dérégionalise et permet aux mots de recirculer. Vous aviez cet article de 20 minutes qui parlait du français de Marseille. On parle fort et ça s'entend en France. Pourquoi le parler marseillais s'exporte? Mais c'est clair que le marseillais, aujourd'hui, s'entend, il frappe fort. Les régionalismes, en fait, sont des marqueurs d'identité. C'est pour ça qu'ils ne vont pas disparaître. Vous avez ici sur la caricature le PDG qui dit, pour ce poste à responsabilité, nous cherchons quelqu'un qui n'a aucun accent régional. Levez la main si c'est votre cas. Non, personne ne lève la main. Les régionalismes disparaissent quand la réalité sociale qui les porte disparaît. C'est clair qu'aujourd'hui, si je vous demande comment vous appelez les planches qu'il y a sur la brouette à fumier, vous n'allez pas savoir me répondre parce que vous n'avez plus de brouette à fumier chez vous. Mais si ces mots continuent à être utiles dans votre communauté, vous allez continuer à les faire vivre. Un régionalisme, c'est une histoire, une appartenance, une façon de dire nous. C'est clair. On va le voir aussi, on le voit aussi sur les réseaux sociaux. Des gens sont furieux, par exemple, quand on utilise des mots régionaux. Et je pense que vous ne seriez pas très content si vous entendez des Parisiens dire qu'ils se sont chiarbés ou scapés, parce que vous avez une certaine façon pris votre identité. Alors, des marqueurs identitaires puissants, puis je voulais terminer sur la Corse dans tout ça, il me semble, et c'est hyper frappant, hein, vraiment, quand on arrive ici, on le ressent, elle met vraiment en jeu toutes ces influences, un français qui a été longtemps langue seconde, avec un contact hyper intense avec le corse, cette notion de franc-corse, mal définie, et puis un rôle qui est vraiment croissant dans la culture des jeunes, par exemple l'exemple de Fraté, et il me semble qu'aujourd'hui la Corse, la région ne montre pas que les langues, que les langues ne s'effacent pas, mais que justement on peut les mettre en dialogue. Alors, petite page de pub, je ne vais rien vous vendre, je vous fais juste voir mes réseaux sociaux où vous pouvez retrouver les cartes que je vous ai fait voir ici, où vous pouvez également participer aux enquêtes en téléchargeant l'appli Français de nos régions. Alors j'ai eu énormément de plaisir à donner cette conférence, je vous remercie encore pour l'invitation, pour votre présence ici et je réponds volontiers à vos questions.